Pendant mon doctorat, je pensais faire la recherche sur les risques juridiques de ville intelligente. Mais ce n'était pas juste ça. Je n'ai réussi à comprendre cela qu'après avoir écrit une longue thèse que je vais essayer de vous expliquer en 3 minutes. En fait, ce que je voulais explorer, c'était la relation entre le droit et le futur, avec l'aide de la science et de la littérature. C'est pourquoi je choisis le sujet de la ville intelligente, de la Smart City, de la ville projetée dans le futur proche. Il existe déjà des milliers de projets sur cette idée de ville avec différentes technologies, modèles, noms et concepts. Et bien qu'il n'y a pas de consensus scientifique ou juridique sur ces villes, nous avons déjà un riche imaginaire à leur sujet. Plusieurs récits les décrivent comme des villes utopiques, où les habitants seraient plus heureux, plus sains et plus sûrs. Mais d'autres récits les décrivent comme des lieux dystopiques, où les habitants seraient plus contrôlés, exploités et vulnérables. Pour identifier les questions et les risques liés à ces villes, j'ai rassemblé des centaines de documents sur ces propos. Ensuite, je les ai jetés dans des logiciels d'analyse qui ont identifié les mots les plus fréquents et les thèmes plus corrélés. Avec ces données, j'ai pu analyser ce qu'en disent les journalistes, scientifiques, urbanistes et juristes. Cette analyse a mis en évidence les enjeux et les risques des villes du futur qui pourraient mobiliser les droits du présent. Pour vérifier si cela peut se produire, je me suis concentré sur 2 projets de Smart City, Rio de Janeiro et Montréal. J'ai trouvé des lois et des politiques publiques sur la vie privée, la sécurité, la transparence, la participation, la comptabilité et la gouvernance. Ces 2 études ont mis en évidence des défis dans l'imaginaire futuriste que le droit a du mal à affronter aujourd'hui. J'ai donc fait une dernière analyse pour avancer sur cela, en combinant science, droit et science-fiction. Et là, j'ai trouvé des façons inspirantes de penser la surveillance, l'inégalité, les changements climatiques et la démocratie. Ces 3 approches de recherche visaient à explorer l'imaginaire juridique des villes du futur proche, mais elles ont aussi recherché à élargir cet imaginaire afin de collaborer avec les politiques publiques des villes intelligentes d'aujourd'hui. Après tout, le droit est capable d'absorber différentes sources d'informations, de résister aux modèles réductionnistes et d'adapter les normes aux risques locaux. Pour cela, le droit doit esquisser et éteindre les principes et les pratiques en réseau pour transformer cet avenir déjà présent. Voilà ce que dit la thèse en 3 minutes. Ensuite, pour ce que j'aimerais faire avec vous, c'est juste mettre mon... Oui, je vais utiliser aujourd'hui PowerPoint. Et je dois vous dire que la thèse traite sur l'imaginaire, parce que l'imaginaire a à voir avec les images. Et ma façon de penser est très visuelle. Alors, c'est pour ça que je vous présente un peu une présentation qui essaie de montrer qu'est-ce que je pense quand je parle des choses. Et j'espère que ça va vous plaire aussi, parce que je vais maintenant parler en 27 minutes, ce que j'ai dit en 3. D'abord, il faut que je vous raconte que je vais essayer aussi de dire des choses qui ne sont pas évidentes dans le texte. Par exemple, ici, c'est la méta-structure de la thèse. C'est les choses qui sont en arrière, les choses que je n'exprimais pas clairement dans la thèse. Ici, par exemple, qu'est-ce que je vais présenter maintenant? C'est plutôt où nous sommes venus, où on y va, qu'est-ce qu'on a trouvé, où est-ce que nous sommes arrivés. Et la thèse a ce titre qui dit que c'est étrange, mais l'idée d'étrange, c'est toujours une idée positive d'être étrange. La question de rentrer dans un territoire étrange. Et pour le faire, la question plus importante, en vérité, ce serait peut-être ces 3 questions que nous avons pour aujourd'hui. Après la présentation, la synthèse, je pouvais arrêter peut-être la présentation même. Et même ici, après cette diapositive.
Parce que la grande question, c'était quoi l'objectif de la thèse? L'objectif de la thèse, oui, c'était explorer l'imaginaire de la ville intelligente, mais surtout explorer les relations du droit et le futur. La question, c'était qu'est-ce qui compose l'imaginaire juridique des villes intelligentes? Et les hypothèses, je vais revenir à la fin, mais ils font partie toujours, c'est pour ça que j'ai jamais deux sans trois. Moi, je fais beaucoup de trois dans la thèse. Un des trois dans la thèse, c'est les trois approches que j'ai essayé de faire en essayant, sur la partie méthodologie, un abordage que vous connaissez de la thèse, qui c'est la partie de d'élimination de texte, l'étude des normes, qui est une approche qu'on a faite sur les deux cas, et une approche de science-fiction et droit. En vérité, il faut que je vous raconte une chose. La première chose que j'ai écrit la thèse, ça a été la partie théorique. C'est quand je trouvais le chemin que je devais suivre. Et c'est pour ça que c'est si important. C'est pas juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il y avait. Non, ça a été un point de départ que j'ai suivi jusqu'à la fin. Et qui, oui, il joue avec ces trois éléments, les rationalités des sciences, droit et littérature, dans la modernité et la postmodernité. Vous avez trouvé au début de la thèse les auteurs et les références, les œuvres que j'ai travaillées. C'était un essai d'un dialogue. Ce sont mes grandes références en droit pour savoir, pour me mettre dans une perspective où je partais. Mais c'était pas assez alors le faire. Alors un deuxième moment, il m'a fallu revenir sur la thèse, au moment que j'avais déjà fait les analyses plus avancées surtout sur la partie d'analyse des textes et aussi sur la partie normative. Et il m'a fallu revenir pour une deuxième étape et repenser ce que j'étais en train de faire. Et ce sont les auteurs que j'ai pris pour ces moments et que sans eux, je ne serais pas là à la fin de la thèse. Mais il faut que je dois avouer quelque chose que les gens du CRDP vont reconnaître. Les problèmes d'avoir trop à lire, trop à analyser, c'est quelque chose que j'ai connu pendant le doctorat, à un moment donné, dans les discussions, les conférences qu'on a eues. Et parce que je sentais dans ma propre recherche, et après ça, c'est pour ça que j'ai décidé de suivre le chemin que vous avez rencontré, la partie peut-être plus difficile d'analyser dans la thèse. Parce que je répète ça over and over ad nauseum dans la thèse, qu'il y avait beaucoup sur le chemin. Et oui, surtout, toujours, il faut qu'on fasse des choix, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai ajusté la méthodologie pour me donner un ordre pour suivre là-dedans. En ce sens, aussi, pour être cohérent avec la proposition de la thèse, ces documents sont disponibles toujours pour le jury et je vais essayer de les mettre toujours, surtout après la fin du processus doctoral, au public. Et quand on tombait sur cet océan d'informations, c'est comme on dit, des océans de données pour les scientistes, les océans de normativité pour les juristes, il y avait toute une diversité de termes qu'on a essayé de suivre, une diversité de modèles de villes qui ça finit pas de grandir, une diversité de définitions ça c'est impossible de définir, et tout nous donnait une perspective un peu différente des autres. Et c'est pour ça que avec la diversité qu'on a tombé, maintenant quelque chose un peu différent qu'on peut dire, il c'est dans la thèse, mais je vais expliquer peut-être quelques données qui sont pas là-dedans. Les trois phases que j'essayais de le faire dans l'analyse
pour la thèse. La phase 1, par exemple, je ne crois pas que ça a fini, ça a continué longtemps quand j'étais sur la phase 2 aussi, mais la partie peut-être la plus difficile, ça a été la phase 3. Et ça a pris à peu près 2 ans pour y travailler. C'était pas toujours évident qu'on arriverait à la fin. C'était un risque, comme la thèse parle beaucoup de risques, que je serais vraiment capable d'y arriver. Mais mon directeur m'a beaucoup aidé à poursuivre ce chemin. Je suis content que nous sommes là avec ça écrit. Et les 2 bases de données qui sont disponibles pour vous si jamais vous voulez essayer, la base de données que je répète à sans fin, la base de données de sites que j'ai essayé de mettre une perspective plus large et qui me donne un vocabulaire et des visions différentes, par exemple, du restant de la thèse. Il y a une métalangage là-dedans. Cette base de données, ça a été la première que j'ai joué avec le système d'analyse des textes, avant même le document académique. Et on a essayé d'autres plusieurs outils. Ça a été vraiment Voyantus, qui c'est un produit de l'Académie canadienne. Ça a été vraiment le plus intéressant au début, mais qui a eu une bonne complémentaire. Bon, ça a été une bonne composition avec Sketch Engine. C'est un autre outil plus populaire en Europe qui est ici et qui aussi m'a donné des éléments peut-être plus précis. C'est le premier, c'était mieux pour les visualisations et pour voir les corrélations. Le deuxième m'a donné plus d'éléments qui ont été vraiment indispensables. Et des éléments qu'on a ramassés des études que je ne peux pas vous montrer parce que je ne voulais pas vous montrer des vidéos, comment utiliser les outils ici. Mais ça a été ça qui m'a permis d'avoir des listes de noms, des mots, mais aussi des corrélations et essayer de construire, de faire une classification de sujets, de paquets de sujets, et après laissé lire les paquets de textes et écrire pour la thèse. Et ça, quand je passais pour le document académique, ça a été déjà différent. Si les premiers, j'étais plus arbitraire pour décider qu'est-ce que je voulais ou non dans le site web, dans les nouvelles, parce que, OK, ça c'est une bonne nouvelle, ça non. Le monde académique, ça a été plutôt un exercice de répétition, de suivre la même formule over and over. Et ça a été un exercice pas mal exhaustif. Ici, comme vous avez vu dans la thèse, les bases de données que je cherchais sans arrêt pendant 2 années, il y a eu un moment donné que je suis arrivé à mon directeur, on a discuté, OK, on met en limite ici, il faut finir en 2018, sinon on finit jamais avec l'analyse. C'est pour ça qu'il y a une limite dans la thèse après 2018. J'ai eu juste le texte que j'avais reçu jusqu'à la fin de 2018, même si quelques-uns ont été publiés en 2019, parce que les auteurs m'ont envoyé avant. Gentiment. Et avec cela, ça a été possible de chercher et faire des relations dans le texte. Les relations entre deuxième base de données étaient assez différentes que la première. Alors, vous allez trouver dans la révision de littérature un langage différent et une approche qui c'est propre de l'académie. Et il y a aussi, j'ai trouvé très important que travailler non pas juste les termes, mais les expressions. C'est pour ça que j'utilisais beaucoup Sketch Engine aussi, parce qu'il donnait une meilleure composition à qu'est-ce qu'on trouvait. Mais c'était difficile des fois de différencier un de l'autre, mais ça a été possible. Et ça a été comme ça qu'on a fait une deuxième partie de la révision de littérature, qui est une vision plus académique, et aussi avec moins de termes pour cette partie de l'analyse. Et la troisième partie de la révision de littérature, que ça a été peut-être celle que j'avais plus hâte de le faire, c'est parce que comme juriste, je cherchais des mots. Il y avait des mots qui me touchaient. Et oui, c'était privacy, c'était policy, c'était des mots comme gouvernance.
c'est les mots-clés que je cherchais. Et dans ça, j'ai réuni ça et qu'est-ce qui s'était trouvé, où étaient les problèmes de ville intelligente, où étaient les risques. Alors, cette partie, l'analyse des textes a aussi assisté de façon intéressante. Et comme ça, on a construit une liaison avec des hypothèses qu'on a déjà proposées avec un autre nom, peut-être, un des axes, dans le moment de l'examen de synthèse. Et c'est avec les trois que j'ai construit cette partie, surtout utilisant les mots de scientistes, d'urbanistes, de humanistes, mais pas tellement de juristes. Les juristes, il y a un point différent, le 2-3-2. Là-bas, j'ai utilisé les juristes qui ont plus orienté pour les moments, pas pour les moments, mais pour toute la thèse en pensant la ville intelligente. Il faut que je donne les crédits à ces personnes qui ont été très importantes pour moi et leurs textes. Mais tout, pour voir ce que j'ai proposé, je pouvais arrêter là-bas. C'était possible. Mais ça ne serait pas complet. Ça ne serait pas une exploration de l'imaginaire. L'imaginaire juridique, il y a d'autres éléments. Il y a des éléments propres. Alors, c'est pour ça que je cherchais 2 cas pour faire une étude. Et le cas de Rio, c'était surtout illustré par les grands projets tout connus au monde de ville intelligente, c'est le Centre d'opération Rio. Il y a aussi son projet de Big Data, parce que ça a été seul le point de Big Data que j'ai choisi pour étudier, et plus spécifique. Alors, il est limité aussi dans les projets de ville intelligente. Je n'étudie pas, par exemple, la partie plutôt de transparence, données ouvertes, pas tellement. C'est surtout pour le Big Data. Et à Montréal, qui n'utilise pas la nomenclature est déjà différente, il parle toujours Business Intelligence. Ça a été aussi très différent du cas de Rio parce qu'il traitait même la perspective des villes intelligentes de façon très distincte. Et dans cela, ce qu'on cherchait, c'était toujours les rapports avec les droits à ville intelligente et les risques aux droits dans ces villes. Et aussi en utilisant les données comme une source, plus une source pour donner de l'orientation, c'est comme ça qu'on a cherché les points qu'il y avait, où sont les problèmes. Et avec ça, on a placé sur 3 axes qui peut-être ne sont pas au complet pour le faire, mais c'était ça la proposition. Et l'expériment c'était ça. Et dans les 3 axes, il nous donnait des éléments différents qui sont publiés en général. Souvent, le texte de la presse, les posts des médias viennent des scientifiques aussi, parce que c'est toute une contribution, mais aussi du monde institutionnel, corporatif, du gouvernement. Alors, ça aidait beaucoup pour amener ces éléments et pas faire juste une analyse de ce que les scientifiques et les humanistes et urbanistes disent. Mais oui, ce serait pas ce qu'on entend toujours d'un avocat, c'est savoir des références à la loi. Et c'était le test de voir si on était possible d'identifier, pas juste les lois, mais les politiques publiques liées à ces éléments. Et dans chaque axe, en cherchant les éléments, on voyait comment les mettre. Et sans doute, ça a été un exercice peut-être le plus facile pour moi. Et pour les réflexes des juristes qu'on a. Et l'accent peut-être ça a été surtout sur la gouvernance comme un élément de concertation générale pour tout. Et les axes qu'on donne un nom que c'est provisoire toujours, mais que ça a été la partie, on peut dire, un peu plus complète. Pour finir, dans la 3e partie, c'était un travail avec la science-fiction, parce que, vous savez, la littérature, dans les bases de données, il y avait beaucoup de références à science-fiction, même si c'était juste des mots.
juste au début de textes académiques et non académiques. Alors, c'était toujours là-dedans. Et comme s'il y avait ces images, je vais juste proposer une chose qui n'est pas dans la thèse, mais c'était toujours là aussi. Même parce que je commence la discussion de la dystopie, la utopie, exactement la troisième partie. Bon, ici sont deux images de futurs projetés de Rio de Janeiro et Montréal. Ici, c'est une pellicule québécoise. Et l'autre, c'est une proposition d'une compagnie de jeux vidéo. Quelqu'un pourrait dire, OK, mais est-ce que ça, c'est l'utopie? Bon, pour moi, ça pourrait être dystopie. Bon, les dystopies, il y a plusieurs. Et les éléments dystopiques qui sont parlés dans la science-fiction sont toujours ces éléments qui sont présents. Ici, par exemple, c'est Rio est envahi par l'océan à cause du changement climatique. Et l'autre côté, c'est Montréal, qui est la richesse reste dans l'île. Il laisse l'inégalité sociale qui existe, laisse en sécurité la richesse des pauvres qui sont de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Alors, ça a été un expériment aussi, cette partie. Parce que comment utiliser une littérature qui, normalement, il n'y a pas de loi qu'on peut voir comme le texte classique, hein, on fait l'analyse dans le mouvement droit et littérature. Comment faire avec un lawless future et où trouver le droit là-dedans? Bon, c'est pour ça qu'on a composé des articles de la science, des scientifiques, des juristes, à chaque point que vous avez trouvé. Il y a aussi la critique littéraire qui est là-dedans avec les œuvres qu'on a travaillées. J'ai commencé vraiment avec la science-fiction cyberpunk, mais il faut que je vous dise, c'était pas assez utiliser les œuvres qui ont sorti à 30 ans. Alors, c'est pour ça qu'il m'a fallu amener aussi la littérature post-cyberpunk, qui a les éléments, mais ça nous donne d'autres éléments et nous sont importants. Ici, il faut que je vous dise que je veux juste revenir à une chose. Vous voyez ici à côté, ça c'est Rio dans le futur. Vous voyez, c'est la ville de Rio dans un livre qui s'appelle Brazil. Mais l'image, c'est Rio au futur. Mais regarde, pourquoi qu'ils utilisent ça? Si dans l'œuvre, la ville du futur, c'est São Paulo. Rio, c'est le présent. Pourquoi qu'ils montrent Rio? Parce que c'est l'image du Brésil, c'est toujours Rio. Alors, l'imaginaire est toujours là. Même pour un livre, on fait ça. Et comme les images sont là, ça amène de nous voir la question de l'image et l'influence que, moi, je ne lis pas de livres cyberpunk. Pourquoi qu'on va l'utiliser, penser à ça? Parce que c'est toujours présent dans l'imaginaire. Vous voyez, ici sont des images des villes des 3 films qui sont connues et que vous voyez, quand on commence le film pour dire que nous sommes dans le futur, la première image, c'est la ville. OK, nous sommes dans le futur. Regardez la ville. Et même dans les posters ici, les affiches, vous voyez la ville au fond pour dire que nous sommes dans le futur. Et aussi, bon, si je dis que c'est vrai qu'ils sont là, mais pas juste les villes, aussi les transports, je vais vous passer sur cela. Il y a quelques livres que j'ai choisis pour discuter les futurs, les défis, les risques des villes. Et dans ces 3 parties que je parle d'une seule fois, si vous regardez, il va y avoir un point central, parce que je ne parle pas du futur en général. Les futurs que je parle dans la partie qui traite des futurs, sont les autos, c'est le transport, parce que il y a les images des villes dans le film et vous avez les images du transport pour dire que nous sommes dans le futur. Et les défis, bon, l'autre élément qui c'est dans une chose et l'autre, c'est la pluralité de modèles, de villes différentes. On n'a pas une formule pour ça. Et risque, bon, la présentation aujourd'hui montre que c'est important la partie de cybersécurité, l'élément du risque que c'est toujours présent pour les villes intelligentes, a même influencé cette soutenance de thèse. Et la partie du crime, mais oui. Et si la surveillance, c'est l'élément peut-être le plus souvent on trouve dans des articles, dans la discussion des villes intelligentes. Alors, la surveillance était toujours là dans le cyberpunk, beaucoup avant que ça
ça devienne quelque chose qu'on parle. Ça fait 30 ans qu'ils disent ça. Mais il y a des changements que les post-cyberpunk nous montrent qui sont très importants pour montrer. Ce n'est pas les hackers qui les dangers. C'est les dangers pour la démocratie, les dangers en nom de la sécurité. Et ça ne manque pas des éléments dans le cinéma ou l'imaginaire du futur. Ce qui concerne la surveillance, on trouve ça partout. Et des œuvres qui sont toujours mentionnées dans des conférences, dans des articles. Et beaucoup avant que les mouvements écologiques deviennent encore plus évidents, bon, le cyberpunk parlait de ça toujours. Et cette composition, en utilisant des aspects spécifiques qui sont là dans la thèse, ce n'est pas tous les changements climatiques qu'on parle. On fait des rapports sous éléments que les juristes parlent déjà, que les scientifiques parlent déjà, concernant la ville intelligente. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, sur le début de l'année, le passé, c'était les ciels orange qu'on trouve sur la pellicule Cyberpunk 2049. C'est aussi ce qu'on avait en Australie. Et même, dans la littérature cyberpunk, même les sujets de l'épidémie sont toujours là. Alors, nous avons passé une année en traitant des épidémies qui sont très fortes dans la littérature cyberpunk et aussi le cinéma qui a une forte influence sur le cyberpunk. Et le sujet de l'inégalité, ça a été surtout choisi parce qu'on peut trouver partout dans les œuvres, mais j'ai choisi quelques-unes pour y parler. C'est toujours pour illustrer qu'est-ce une inégalité qu'on voit grandissante, et aussi cette épidémie a juste montré que ça continue à accélérer et qui sont présents dans l'imaginaire du futur. On n'attend pas un futur avec moins d'inégalités. On attend toujours plus de distance entre les riches et les pauvres. Et ça fait partie, il est partout. Sauf le film de la littérature de grande distance pour le futur, très lointain, très loin, mais c'est pas ça que je cherchais. Et pour la fin, la démocratie, comme dit mon directeur de recherche, c'était vraiment c'était le sujet de la thèse. Oui, c'était le sujet, c'est mon chouchou, on peut dire, dans la thèse. Mais je dois vous dire, il n'y a pas de film qui montre le futur avec la démocratie libérale représentative comme on connaît aujourd'hui. Des images de ça. Est-ce qu'on connaît des films, par exemple, des images de films que le futur nous donne un endroit qui ne soit pas la violence ou l'oppression? Bon, j'ai beaucoup cherché pour vous montrer, mais je n'ai pas trouvé. En vérité, j'ai trouvé Back to the Future 2. Et il y a une scène, mais c'est 1984, il y a une scène qui dit que, OK, bon, mais je ne trouve pas qu'un futur qui n'y a pas d'avocat soit plus démocratique. C'est ça. Et vous dire, c'est pas exactement assez cyberpunk. Alors, si c'était cyberpunk, ça serait plutôt avec cette image serait dans le film. Alors, je l'arrive à la fin. Et ça, c'est l'image que j'ai regardée longtemps pour voir ma thèse, pour me préparer même aujourd'hui. C'est une synthèse de ma thèse dans une image qui a été... J'ai utilisé, fait la minération là-dedans. Les premiers mots qu'on avait dans la thèse, c'était la ville. Le deuxième mot, c'était le droit. Et peut-être le dernier mot, c'était démocratie, ici au fond. Mais ça illustre qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans. Et il y avait un exercice qui ça a été très important pour moi, peut-être, mais je peux vous assurer qu'à la fin, la réponse de la question, c'était que à quoi ça va servir pour moi la thèse? Bon, c'était vraiment pour élargir, pour pas juste explorer, pour connaître l'imaginaire, mais peut-être aider à élargir un peu. Et ici, on arrive vraiment à la fin. Merci pour votre temps. Les hypothèses, c'est le point que je reviens à la fin, qui sont liés à tout le développement. Et je suis content que nous y arrivions avec les mêmes 6 hypothèses qu'il y avait au début. Et la première, que le droit est capable d'absorber plusieurs récits, plusieurs sources d'informations, de visions contradictoires en plus même. Et
Si la ville intelligente, la ville avec une influence très fortement néolibérale, fait une prévision, nous impose une imaginaire du futur, même dans le cinéma par exemple, qu'on n'a pas les droits dans les codes, des codes dans la machine, les droits est capable de résister à ça. Et il ne faut pas te sécher des formules pour toutes les villes, non. Surtout les droits est capable de s'adapter à questions qui sont vraiment à chaque ville, à chaque contexte. Comme j'ai mentionné dans la thèse, c'est qu'on avait, même dans le même contexte national, comme étaient Toronto et Montréal, on a vu les différences ici, comme vous avez accompagné bien la discussion de deux villes, et qui sont, même dans le même contexte juridique, en général, on peut avoir des approches très différentes. Et le droit, il doit faire esquisser, il doit faire un design intelligent pour ça. Mais oui, pas juste avec le droit, mais pour les politiques publiques. Et on a essayé de donner des outils pour faire une analyse des principes et des pratiques pour cela, qui sont les 3 axes qu'on a présentés. Et on espère que ça peut élargir pour le futur, pour les les politiques publiques que nous avons pour ça. Merci pour votre temps. Je suis à disposition de vos questions. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire.